Cube. Les séries de la NFL se poursuivent et les adultes entrent dans la pièce. En effet, Baltimore et San Francisco seront en action ce week-end pour les demi-finales de conférence. Des jeunes carrières font leur place au soleil, pendant que d'autres prouvent leur valeur. La belle histoire des Lions se poursuit et les partisans de Détroit en pleurent de joie. Avec des fins de saison catastrophiques, plusieurs équipes auront une longue saison morte devant elles. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar et de savantes analyses mariées avec beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la Zone Payante. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de la Zone Payante. Je m'appelle Jean-Nicolas Gagné. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir de trouver l'expert du Journal de Montréal et de Québec en matière de football et tant autre chose. On parle bien de Stéphane Cadorette, que vous lisez, j'espère, régulièrement, parce qu'il écrit pas juste sur le football, Steph. Là. C'est un expert en tout. On écrit sur plein d'affaires, mais écoute, là, quand je regarde ça, là, je me dis, je devrais peut-être pas écrire sur trop d'affaires, parce que la semaine passée, j'ai un petit 3 en 6. Je sais pas de ton côté, je me souviens plus. Je suis 4 en 6. Mais il reste que... c'est les Lions, hein, toi que t'as eu, que j'ai pas eu, ouais, c'est ça? Exact. Reste que les surprises qu'on a eues cette semaine, là, c'était quand même... Là, écoute, il y aurait pu... Les gens bien, avec une expérience bien aiguisée, auraient dû peut-être voir que les Cowboys allaient avoir une certaine nervosité, peut-être un manque de préparation, ou peut-être un passé trop lourd qui les accompagne pour partir en confiance en série. Mais c'est vrai que le spread était tellement élevé en plus qu'on s'est tout fait embarquer en se disant la belle histoire de Jordan Love va s'arrêter parce que il arrive à Dallas puis Dallas joue bien à la maison. Exact. Puis tu sais, il y avait les Eagles aussi qui ont continué un peu de s'accrocher à l'idée que cette équipe-là était 10-1 il y a pas si longtemps. Là, on aurait dû venir voir la catastrophe, honnêtement. Là, ça allait aussi. Tout croche. Fait que, tu sais, c'est ces deux-là qui nous ont un peu fourrés, en bon français. Mais écoute, on est là pour se reprendre cette semaine. Mais on parlera des matchs cette semaine, mais parlons un peu de ceux qui s'en vont. Là. On l'a effleuré, là, Dallas, Philadelphie. Faisons l'autopsie. Bon, mais commençons par Pittsburgh rapidement. Je sais que Mike Tomlin est sorti du podium un peu fru quand on lui a posé des questions sur son contrat, puis il a pas l'air à vouloir en parler. Puis il y a eu même toi-même pendant la saison, tu sais, sans là dire que c'est sa dernière saison, mais tu sais, il y a de quoi qui va pas à Pittsburgh. On sent que Mike Tomlin réfléchit, peut-être même la direction réfléchit à Mike Tomlin. Puis là, il y a quand même, on dit qu'il a annoncé à ses joueurs qu'il allait rester. Comment tu vois la situation à Pittsburgh rapidement? Parce qu'après ça, on a beaucoup de stock sur les autres équipes. En fait, il a dit à ses joueurs, j'ai l'intention de rester. C'est une petite nuance, mais est-ce que la direction, elle, a l'intention qu'il reste? Je pense que oui. Je pense que ça va être le statu quo à Pittsburgh, mais à ce stade-là, on ne sait plus. Ce qui arrive, c'est que traditionnellement, Pittsburgh ont toujours renouvelé leurs entraîneurs, prolongé leur contrat avec 2 ans à faire. Là, Mike Tomlin, l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat, donc c'est pas une situation commune à Pittsburgh. Fait que de là, les questions, puis c'est ça la question qui s'est fait poser à la toute fin de son point de presse. On sait qu'il te reste 1 an à ton contrat, puis pouf, il est parti en coup de vent. La question était légitime, honnêtement, parce que ça arrive pas à Pittsburgh. C'est pas comme si le journaliste avait essayé de le coincer. Ça prouve quand même que something is boiling. Là. Il y a un petit malaise, là. Il y a une réflexion, disons-le comme ça, que ce soit une réflexion de Tomlin ou plus du côté des Steelers. Il y a quelque chose, là. Fait que, tu sais, peut-être que il va avoir eu juste de la fumée puis pas de feu. Tomlin, tu sais, ça reste un très bon entraîneur. On remet pas en question ses compétences, mais des fois, l'usure d'un long mariage, ça fait que tu veux juste du changement, là, puis tu te demandes si le message passe. Bon, OK, là, on va y aller où ça brasse pour vrai, là. Dallas, Jerry Land cette semaine, puis pour la saison morte,
il va-tu avoir un changement d'entraîneur? Écoute, c'est à se demander même si ils vont pas amener quelqu'un pour compétitionner avec Dak là, tellement que le lendemain de veille a été difficile. Là. Ouais, personne s'attendait à ça. Jerry Jones, il a été clair dans ses commentaires d'après-match. 48-16 48-16 pour commencer le quatrième quart. Ah oui, tu sais, c'est ça. Là, on voit le pointage final. Ceux qui n'ont pas regardé se disent comment ça, tout le monde panique. Ça n'a pas été si pire que ça, mais ça a été un quatrième quart un peu ridicule. Là. Les Packers ont levé le pied un peu. Mais Dallas en ont mangé toute une. C'est une sincère volée. McCarthy, écoute, c'est tout le temps la même question avec lui. Ça fait 3 ans qu'on se répète. 3 années de suite de 12 victoires, 5 défaites. Ça, c'est pas arrivé aux Cowboys depuis les années 90. Fait qu'il faut quand même respecter ça. Mais t'arrives en série, puis à chaque fois, le club a l'air mal préparé. Tu sais, l'année passée, c'est quoi? L'attaque avait fait 12 points, je pense. Là, cette année, 2 interceptions de Dak encore. 2 et 5 en série, 7 interceptions Dak Prescott. Là. Tu sais, ça commence à être un problème. Autant c'est un bon carrière en saison régulière, on n'a rien à dire. Tu sais, c'est probablement un top 8, top 10 Dak Prescott en saison. Quand t'arrives les séries, ça devient difficile. Puis là, la défense, c'est vraiment, mais vraiment pas présenté. Il y a des questions à se poser de ce côté-là aussi. Tu sais, Mike McCarthy, mais qu'est-ce que tu fais aussi avec Dan Quinn, qui avait beaucoup de succès, mais là, la fin de saison là, lui, il était en train déjà de penser à sa prochaine job de coach. Ça aussi, c'est le piège des gars qui sont en demande. Là. C'est une affaire qui revient à chaque année. On se dit, est-ce que la NFL devrait retarder le processus d'entrevue après les séries? Est-ce que Dan Quinn avait un petit peu la tête à Seattle, puis je sais pas trop où qui est allé en entrevue? Tu sais, c'est des questions qui se posent. Mais en tout cas, Dallas était clairement pas prêt pour ce match-là. Puis ça revient à l'entraîneur. Tu sais, McCarthy a dit lui-même une phrase que j'ai trouvée révélatrice. Ils nous ont vraiment surpris. Pourquoi t'es surpris à ce stade-là? C'est ça, moi, que je trouve inquiétant un peu là, dans la démarche des Cowboys. Tu peux, écoute, là, te faire surprendre sur un jeu ou deux, mais ils se font fait surprendre du début à la fin de la game. Ça m'avait tout l'air d'un club très mal préparé. Fait que là, écoute, est-ce qu'on va inviter Bill Belichick, là? Ouais, mais là, moi, là, c'est là que je me dis que c'est la saison des niaiseries, puis des rumeurs infinies, puis pas vérifiées, puis des hinges qui commencent, là. J'ai hâte de voir. Je suis pas convaincu que c'est juste du niaisage. Parce que il y a vraiment une relation entre Belichick et Jones. Là. Semble-t-il qu'au fil des ans, il y a un grand respect entre les deux qui s'est tissé. Ils se sont croisés dans des événements de la Ligue, des rencontres de DG puis de propriétaires, pis etc. Fait que je le sais pas. Mais il y a le facteur Belichick est disponible. Ça arrive jamais, un coach disponible là, avec un CV comme ça. Mais il y a la question des dernières saisons aussi. Là. Est-ce que Belichick, c'est le Belichick qui a gagné 6 Super Bowls ou t'as le Belichick qui a clairement pas fonctionné à Foxborough depuis 3-4 ans? OK. On va suivre ça, mais faut continuer un peu avec Philadelphie. Là, Philadelphie, ça, c'est une équipe, là. Écoute, moi, on connaît tous l'affection que Mario Dumont a pour ses Eagles. On connaît tous l'affection que tous les partisans des Eagles ont pour leur équipe. Mais comment ils revirent vite de bord quand ils sont frus. Là. L'amour-haine des partisans, disons-le comme ça. Là, c'est ça. Puis moi, Mario, il m'avait prévu, il m'a dit, puis je disais non, là, les Eagles vont quand même rebondir. Là, je dis, Tampa Bay, c'est pas une équipe, là, ils se sont frayés une place à force de battre Caroline, mais il me dit non, ils vont perdre 30-3. Écoute, ça finit quoi, 36-9? Il t'avait vraiment dit ça? Oui. Wow. Oui. Et que je pense que les partisans des Eagles sont très lucides sur le cancer qui est en train de se propager à l'intérieur de leur équipe. On a vu Goddard s'ostiner avec Jalen Hurts. On a vu A.J. Brown, puis lui aussi en chicane avec Jalen Hurts, même si c'est supposément des amis depuis toujours. Après ça, même pendant la saison, on a vu Jason Kelce m'emmener crier à Jalen Hurts. Fait que là, est-ce que Jalen Hurts s'est développé une espèce de personnalité là avec son nouveau contrat toxique? Est-ce que c'est les entraîneurs? Là, apparemment que les entraîneurs font rire d'eux. Fait que, écoute, débroussaille-nous ça parce que c'est un épique collapse. De passer de 10-1 à une sortie comme ça dans les séries,
Qu'est-ce qui s'est passé à Philadelphie? Il y a eu une cassure, puis le problème, c'est que c'est très dur de mettre le doigt dessus. Tu sais, tu le vois, t'as beau lire à gauche, à droite, t'as beau essayer de regarder toutes sortes de vidéos. Il y a plein de théories. Est-ce que c'est Sirianni le problème? Est-ce que c'est Hurts? Tu sais, c'est drôle parce qu'il y a un an, Hurts perdait au Super Bowl, puis là, tout le monde le louangeait en disant, on voit quand même que c'est un vrai leader, il est très apprécié, ce gars-là va revenir. Là, tout à coup, tout le monde se pose des questions sur lui. Je trouve ça drôle ce qui se passe à Philadelphie depuis quelques années. T'sais, rappelle-toi, ça avait fait pareil avec Carson Wentz. Il y avait eu une année pratiquement MVP. Il s'est blessé, il n'a pas pu être des séries. Là, Nick Foles gagne le Super Bowl. Après ça, Wentz revient, puis là, puis personne n'aime Wentz, puis c'est un ci, c'est un ça, tout le monde se chicane avec. Tout le monde a la mèche courte à Philadelphie là, depuis quelques années. Je pense pas que le problème, c'est Hurts. Fort probablement qu'il a joué beaucoup plus blessé cette année qu'il a bien voulu le dire. Ça a peut-être pas aidé l'équipe. Mais Sirianni, écoute, quand tu as une équipe de 10-1 entre les mains, c'est certainement une bonne équipe. Là. Ça peut pas être juste de la chance. Il s'est passé quelque chose à partir de ce moment-là qu'on saura peut-être dans les prochains mois. Mais pour l'instant, Colin, Jean-Nic, j'aimerais ça te dire, c'est évident, il est arrivé ci, il est arrivé ça. C'est un foutu mystère, les Eagles. Je comprends rien pourquoi. La défense en fin de saison qui a très, très mal joué. Tu sais, des gars l'année passée qui étaient très bons, là, je pense, exemple, au demi de coin, Darius Slay puis James Bradbury. Très ordinaire cette année. Là. Ça n'a pas été le duo que c'était l'année passée. Il y a des gars qui ont sous-performé. Le front défensif qu'on a tant louangé, là, la profondeur puis le talent. En début de saison, il était là, mais en fin de saison, on voyait plus Jalen Carter, la recrue. Jordan Davis qui en fait très peu. Mais là, on revient à Sirianni. Mettons là, qu'on revient à Sirianni. Là. C'est un gars que sa job est en danger. Là. Écoute, il est vraiment là. C'est fire Sirianni. Écoute, c'est sa 3e année. Les 3 ans, il a amené les Eagles en série. Puis il perdrait sa job après avoir amené le Super Bowl. Parce que c'est pas comme un petit peu là, le vent de face qu'il est en train d'affronter. Non, ça me semble insensé. Puis ce que je lisais avant qu'on enregistre, puis faut dire pour le bénéfice des gens, tu sais, il arrive des affaires, des fois on enregistre, on peut pas attendre indéfiniment, puis là il se passe des nouvelles dans la journée. Fait qu'on peut aussi bien apprendre aujourd'hui ou demain que c'est fini, parce qu'il rencontrait aujourd'hui même, probablement qu'il attendait que notre enregistrement finisse, mais il rencontrait le grand patron Jeffrey Lurie, le propriétaire, Nick Sirianni aujourd'hui. On dit que c'est une rencontre de routine qui a lieu à chaque fin de saison, mais il y a 3 ans, c'était aussi une rencontre de routine quand Doug Peterson a été mis dehors. Fait que tu sais, c'est ça. Puis on va demander à Sirianni des changements, clairement dans son personnel d'entraîneur. Qu'est-ce qu'il va proposer? Ça, c'est sûr. C'est probablement là que ça va être la clé. Il y en a déjà fait. Ouais. Oui, mais en défense, les changements n'ont pas été fructueux. Tu sais, ils ont perdu leurs 2 coordonnateurs l'an passé, les Eagles, puis ça a fait très mal. C'est leur coordonnateur offensif là que les journalistes ont posé la question à des joueurs, là, est-ce que quand votre coordonnateur offensif parle, vous riez, puis ils ont comme ri, tu sais, il y a une espèce de bizarre d'ambiance, de manque de respect, de je sais pas quoi, là. Ouais, il y a un malaise général, fait que c'est ça. La rencontre a lieu, après ça, on peut se dire, c'est juste une rencontre de routine, on n'en fait pas de cas, il y a ça chaque année, je comprends. Mais la dernière fois, avec le dernier coach, ça a viré que, écoute, j'aime pas ton plan de relance, merci, bonsoir. Ouais. Finissons avec les Dolphins. Les Dolphins. Les Dolphins qui, je sais, là, je veux pas être ironique ou quoi que ce soit, mais on le savait, là, tu sais. Puis on peut faire plein d'excuses. Il y avait plein d'excuses pour perdre à Kansas City. Il y avait, je pense, 19 gars sur la liste des blessés avant le match. Il y a eu beaucoup de joueurs importants il y a d'autres équipes qui en ont eu, mais les Dolphins, des joueurs très importants qui sont finis pour l'année. Ils ont eu une pratique, seulement une pratique dans un short week pour aller jouer leur premier match de série. Tout le monde était sur les genoux alors que Kansas City était reposé, était à la maison, avait eu le temps de pratiquer, avait pas voyagé. Fait que c'est sûr que les chances des Dolphins étaient très minces. Par contre, la prestation qu'ils ont donnée était pas surprenante en sachant ça. Là. Ils ont déçu même. Là. Fait que est-ce que le bilan d'après-saison doit se faire sur les 3-4 dernières semaines qui ont été
pour eux aussi un désastre à Miami, ou se dire, mais il y a eu encore de la croissance cette année. Tua a joué tous les matchs. Il y a eu des belles choses. On a battu des équipes faibles, mais on les a battues. Puis avec un petit peu plus de chance, on aurait eu un contexte plus favorable, puis on aurait peut-être pu faire du chemin en série. Reste qu'aujourd'hui, on se réveille, puis les Dolphins sont l'équipe qui ça fait le plus longtemps depuis que ça fait plus de 20 ans qu'ils ont gagné un match en série. Fait que toi, comment tu vois l'entre-saison des Dolphins, surtout sachant que Tua est un enjeu, puis qu'ils ont beaucoup de joueurs à signer, puis un plafond salarial dur à gérer. Je pense qu'ils sont 40 millions au-dessus du cap actuellement, c'est ça? 40 millions. Puis t'as des agents libres, tu sais, t'en parlais, là, il y a le contrat de Tua, lui, il est pas agent libre, mais faut commencer à le renégocier. Non. Après ça, des agents libres, là, t'as Christian Wilkins, Jerome Baker, Andrew Van Ginkel, Robertson, Connor Williams, je pense, à la ligne à l'attaque. Exact. C'est des gros noms importants. Puis le problème, c'est que je pense pas qu'il faut dynamiter le club à Miami non plus, mais il y a clairement un aspect physique qui manque à cette équipe-là. C'est une bonne équipe, Miami. Moi, on s'est estiné en masse pour s'amuser cette année, mais je continue de penser que les Dolphins, c'est une bonne équipe, mais il manque quelque chose. Les défaites répétées dans le froid, là, c'est pas là, des genres de scénarios qu'on s'invente. Ça arrive pour vrai. C'est un club qui manque l'aspect physique, je trouve. Il y a beaucoup de vitesse à Miami. C'est super en septembre, c'est super dans des dômes quand t'es au chaud. Mais là, honnêtement, ça devient un vrai problème année après année après année. Mais on peut pas se fier sur la game de Kansas City. Ils ont pas pratiqué, puis c'était... mais c'est pas juste celle-là, c'est ça le problème. Ça se répète. Ouais. Écoute, en janvier, ils ont des bonnes performances à décembre, Buffalo. Je sais, je suis assez d'accord. Je suis pas sûr que c'est ça le problème. Mais je suis assez d'accord qu'il y a un aspect là, qui est insaisissable sur le fait que c'est si difficile de jouer. J'entendais McDaniel. McDaniel, cette semaine, disait il n'y a rien qui est off the table. Je pourrais laisser aller le play calling offensif. Pour moi, ça, c'est quand même loin d'être un problème. Tu penses qu'il faut qu'il laisse aller ça? Oui. Non, ça, là, ça, c'est sûr que... Non, mais c'est que les Dolphins... avec l'émotion, puis l'espèce d'attaque là, basée sur la vitesse, a fini par être, devinée. Là. On n'a pas beaucoup varié, on n'a pas changé la façon de faire. Puis je pense que Mike McDaniel aurait avantage à s'entourer d'un coordonnateur offensif, puis qui cale les jeux. Il y en a un, là, mais qui appelle les jeux. C'est beaucoup de responsabilités. Moi, je pense qu'il en tout cas, je serais plus à l'aise que ce soit. Moi, je pense qu'il est bon dans ce rôle-là, mais s'il y a un défaut... Il peut préparer le plan de match, là. Il abandonne peut-être trop vite puis trop fréquemment le jeu au sol. Le jeu au sol. Ça c'est le défaut, là, tout le monde le dit. Mais sinon... Ils doivent avoir une raison, là. Parce que tout le monde dit ça puis ils le font pareil. Ils doivent avoir une raison, là, c'est-tu parce que, tu sais... Je sais pas, mais... Il doit avoir une raison. C'est impossible. Tout le monde dit, bon, ben là, ils vont courir, ils courent pas. Pourquoi? Mais il y a des coachs, historiquement, qui sont comme ça un peu, tu sais... Non, mais il vient de San Francisco, il va pas me dire que la course n'était pas importante à San Francisco à son époque. Ça, c'est clair. Non, ça, c'est l'influence de Shanahan doit peser plus lourd que ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est un problème pour moi à Miami, mais... Je sais pas comment tu le vois, mais je pense pas non plus qu'il faut arriver dans cette équipe-là puis dire, OK, on repart tout à zéro, on recommence, ça marche pas. Puis là, tu as la question de Tua, là, aussi. Moi, je te l'ai dit la dernière fois. On s'étirera pas là-dessus 2 ans parce qu'on en a parlé dans les dernières semaines, mais c'est... Dans les dernières semaines, Tua a clairement pas élevé l'équipe non plus. Fait que je pense qu'ils ont maximisé son potentiel cette année. Puis ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas le feeling qu'il va s'améliorer. Je pense que ce qu'on a vu de Tua, c'est ce qu'on va voir de Tua dans les prochaines années. Mais dans les gros matchs, j'ai pas aimé nécessairement ce que j'ai vu. Fait que, à quel point tu veux te commettre? Puis là, il y a toujours la fameuse question, mais qui est disponible et meilleur ailleurs? C'est ça qui est pas évident. C'est ça le problème. Je regarde les corps arrière, mettons, qui sont encore en série dans la nationale. Là. Y en a-tu un qui est vraiment meilleur que toi là-dedans? Ben là, ça dépend de l'opinion que tu as de Brock Purdy, exemple, dans National, tu parles. Mais, ouais.
Il y en a-tu un là, qui est clairement meilleur que toi, là? Ben là, tu sais, en ce moment, Jordan Love joue comme un dieu. Est-ce que Jordan Love va jouer toujours comme ça? Ça reste à voir. Baker Mayfield, non. Tu sais, c'est pas parce que Baker Mayfield joue pas bien, mais est-ce que tu le veux plutôt que Tua? Non. Même chose avec Jared Goff. Jared Goff joue très bien. Mais si tu dis, hey, on a la possibilité de l'échanger 1 pour 1, non. Non, c'est ça. C'est pas évident. C'est bien beau, là, de dire, ça nous prend un corps arrière d'élite, là. Il nous faut, là. Il est pas élite. Il est très bon, mais il est pas élite. Le fameux terme qui revient tout le temps. Élite. Il y en a combien des corps arrière vraiment, vraiment, vraiment élites dans la NFL? C'est juste que quand il te coûte 3 ou 11 ou 12 millions sur ta masse salariale, t'es prêt à le vivre, là. Mais là, tu sais, après ça, 15 millions, 50, c'est autre chose. Ouais, OK, on se laisse. On va se laisser là-dessus parce que là, c'est quand même, veux pas, ceux qui sont éliminés. On n'en parle plus. On va parler de ceux qui sont encore là, puis c'est ce qu'on va faire après la pause. Bougez pas. Vous êtes sur La Zone Payante, un podcast de Cube Radio que vous pouvez voir non seulement sur YouTube et sur Cube, mais vous pouvez écouter aussi sur toutes les plateformes de diffusion. Je pense que vous le connaissez très bien, vous les connaissez bien. Parlez-en autour de vous, là. C'est les séries, là, nous, on veut parler au plus grand nombre de personnes possible. Dites-le à vos amis qu'il y a un bon podcast de football. Ceux qui veulent un peu s'intéresser aux séries, en route vers le Super Bowl, là. Faites de la publicité pour nous, là. Ouais, moi, j'utilise souvent, Jean-Nic, un terme biblique pour ça. Répandez la bonne nouvelle. Voilà. OK. On va essayer, nous, de voir dans l'avenir, parlant de phénomènes occultes. Ouais. On va se lancer dans les prédictions pour les demi-finales de conférence. Des gros spreads encore cette semaine. On va commencer avec la game de samedi 4h. Ouais. Les Baltimore Ravens qui reçoivent les Texans. Les Texans, donc, qui sont négligés par 9 à Baltimore. On a un total de 45 points over-under. C'est beaucoup, 9 points. Ouais, c'est beaucoup 9 points. C'est beaucoup 9 points. Puis là, je vais y aller vite de ma prédiction, là. Je vais te laisser parler après. J'ai pas confiance en Lamar. S'il y avait une surprise que je prendrais cette semaine, c'est les Texans. Je le ferai pas, même si j'ai été soufflé par la performance de CJ Stroud. Tu sais, puis mea culpa, là, au milieu de l'année, je me suis dit, CJ Stroud, il y a eu un pic au milieu de l'année, ça va se descendre. Je pense que son pic, il l'a vécu, en tout cas, pour le moins, la semaine passée. Je pense qu'il va répéter une bonne performance. Je pense que Nico Collins et lui sont rendus à maturité dans leur complicité. Leur jeu au sol peut les dépanner, mais le premier, je vois pas les Ravens perdre un premier match, un one and done cette année. Oui. Mais tu sais, je pense qu'ils vont leur donner une belle frousse. Moi, je le prendrais avec le spread pour 9. Je vais prendre une victoire des Ravens, par contre, dans ce match-là, à domicile. Il y a quelques éléments qui vont leur permettre de garder la tête au-dessus de l'eau, mais ils vont avoir peur. Ben, tu sais, les Ravens, là, veut pas le choix de les respecter. Tu sais, c'est l'équipe qui a donné le moins de points. Puis là, on pense à leur défense, mais c'est quand même l'équipe aussi qui a marqué le 4e plus haut total de points. Ça, ce que ça dit, c'est que c'est un club très complet des deux côtés du ballon. Je peux te faire une petite parenthèse là-dessus? Ouais. C'était 2 secondes. Je t'écoute. La semaine passée, quand on a vu le match entre les Texans et les Browns, puis que ça s'est avéré un désastre. Oui, Joe Flacco a lancé 2 pick six, là, mais ma lecture, c'est que ça s'est quand même avéré un désastre pour la défensive des Browns. Ouais. Puis là, tu te dis, voyons, on est bien épais, là, tu sais, pourquoi on parle de la défensive des Browns comme de la meilleure défensive de la ligue, puis ils se font traverser? Puis là, après ça, c'est toutes des choses, tu sais, qu'on n'a pas toujours le temps de faire, mais tu regardes les matchs là, qui ont descendu leur moyenne de verges, puis tout ça, des matchs dans pluie, des matchs contre des équipes faibles, des matchs à domicile. Je t'avais parlé de ça la semaine passée. Un de mes facteurs, moi, qui m'avait fait pencher pour Houston, c'est que je te disais que Cleveland ont souvent eu des très bons matchs défensifs à la maison, là, dans leurs conditions de boîte. Puis c'était moins facile sur la route. Là. Ils donnaient quelque chose comme 29 points par match sur la route. Les Ravens, ben il n'y a pas tant de différence, le route ou maison, mais
ça me fait un peu penser à la défense des Browns au sens où ils font beaucoup de sacs, c'est un club qui applique beaucoup de pression. Puis les Texans ont très bien joué là-dessus la semaine passée. Tu sais, la Remy Tunsil, il a éclipsé Myles Garrett. Là. Vraiment, là. Fait que j'ai l'impression que de ce côté-là, ils peuvent bien se défendre. Les Texans, on l'oublie, les Ravens ont été très bons contre les clubs gagnants, mais les Texans aussi cette année. Là. Ils ont très bien joué. Ils ont été à leur meilleur 7-3 contre des clubs qui avaient des fiches gagnantes. Puis à chaque fois, CJ Stroud a eu une moyenne d'au-dessus de 300 verges dans ces matchs-là. Fait que ça me montre que lui, la pression, là, ça ne l'affecte pas tant que ça jusqu'à maintenant. Est-ce que je suis prêt à faire le pas que tu n'as pas franchi? Surprise, Jean-Nic. Ouais, ça va être les Texans qui vont gagner ce match-là. Lamar Jackson, malgré tout le respect que j'ai pour lui, en série, à date, il m'a rien prouvé. Là. Oui. Écoute, ça, c'est pas une invention que je fais, là, tu sais, sa fiche est pas là, 1 victoire, 3 défaites, plusieurs revirements à ses dépens, là, j'ai pas le ah oui, il y a 7 revirements en 4 matchs de série contre lui, Lamar Jackson. Je pense qu'à un moment donné, ça te joue dans la tête. C'est pas dit que Lamar Jackson, toute sa vie, il aura de la misère en série. Ça peut être cette année là qui explose Lamar et qui nous fait avoir l'air de beau cave. Là. Ça se peut. C'est loin d'être impossible. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi, je vais être Saint Thomas. Je demande juste à être confondu, à le voir pour le croire. Parce que j'ai pas confiance. Faut voir. Moi, je suis comme Thomas. Eh boy! T'as ressorti Kevin Parent des boules amies. Eh ouais. Wow. Je le sors des fois, là. C'est bon, ça. Mais une des 2 seules imitations que je connais. Ben, t'imites quand même beaucoup de français, non, mais on n'ira pas là. C'est vrai. Non, c'est ça, ils vont surprendre les Texans. Ça va être une grosse victoire. Pis, mais je t'admire, là, parce que j'y ai pensé hier, là, puis je me dis... Tu sais, quand tu commences bien tes séries 4-6... Tu veux pas prendre de guess. Tu peux pas prendre de guess. Non, t'es bien dans tes pantoufles. C'est ça, le fait que si les Texans gagnent, je vais le regretter. Tu vas pouvoir me le mettre d'en face. On s'en va dans la baie parce que les Niners reçoivent les Packers. Là, honnêtement, Jordan Love m'a impressionné. Je pense qu'il a impressionné tout le monde à un moment donné ou un autre dans la saison. Là, le match contre les Cowboys, c'est-tu les Cowboys qui étaient tout croche, le terrain était trop grand pour... C'est un peu l'impression que ça m'a donné. C'est comme si le terrain était trop grand pour les Cowboys. Mais je sais pas, là, il avait-tu agrandi le terrain de la défense? Il manquait-tu un joueur? Tu sais, ça a tellement mal été que Jordan Love, oui, il a bien joué, là, des passes sur le pied arrière qui fonctionnent, puis c'était beau, là. Puis j'étais bien impressionné par le déploiement de leur attaque, mais les Niners là, sont trop forts. Je pense que c'est une victoire des Niners contre les Packers. Ben, tu sais, les gars des Packers étaient tellement tout seuls. C'est ça qui est impressionnant. Puis ils ont quand même une chance contre San Francisco parce que si il y a une bébite du côté des Niners, c'est la tertiaire. Écoute, là, on cherche des poux, mais quand même, là, il y a matière à se faire exploiter un petit peu. Les jeunes receveurs des Packers, est-ce qu'ils vont jouer comme ça tout le temps? Je le sais pas. Mais écoute, il va peut-être se marquer beaucoup de points, mais les Niners sont très, très, très capables là, en masse. Là. Si ça vire en shootout, ils ont l'attaque pour. Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, Christian McCaffrey, Brock Purdy, tu sais, c'est inarrêtable à un moment donné. Là. Je pense pas que la défense des Packers va être de calibre dans ce match-là. Je sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais ils ont bien joué contre les Cowboys jusqu'à temps là, qu'ils lèvent le pied au 4e quart. » Oui, mais c'est une autre paire de manches à arrêter l'attaque de San Francisco. Là. Ils vont leur rentrer dedans. Je pense que Christian McCaffrey va être très, très, très dominant dans cette rencontre-là. Je vois pas là, comment les Packers vont s'en sortir. T'sais, Aaron Jones joue du bon football. On parle beaucoup de Jordan Love là, depuis quelques semaines. Aaron Jones qui a été très dominant encore une fois contre les Cowboys. Mais il y a 11 équipes cette année contre les Niners qui n'ont pas été capables de courir pour 100 verges. Fait que tu sais, je pense qu'ils vont pogner leur mur. Là. C'est la fin de leur belle histoire en fin de semaine. On parle d'une cote de 10. Ils sont favoris par 10, les Niners, et ont 50 points over-under, donc on s'attend beaucoup de points à San Francisco. On s'en va à Détroit. Ça, c'est la belle histoire de la semaine. Là. Tout le monde pleure à Détroit. C'est formidable, c'est beau de voir ça. Ils ont gagné un match. Premier match depuis les années 90.
Il y a de quoi pleurer. C'était eux autres, là. Écoute, là, ils attendent ça depuis 30 ans, là. Oui. Dimanche, en après-midi, ils vont avoir même un deuxième match à domicile. Détroit qui est favori par 6 points. Moi, j'ai toujours dit que l'émotion de Dan Campbell pouvait les amener à gagner des matchs en série. Je pense que de jouer à domicile vont les aider une deuxième fois consécutive. Tampa Bay ont gagné contre une équipe complètement tout croche, plus croche qu'on pensait. Ouais. Je pense que la vraie équipe de Tampa Bay se retrouve plus autour de la victoire 9-0 contre Caroline que 30 à 9 contre les Eagles. Baker Mayfield, c'est pas un gars de 300 verges, 3 touchés, pas d'interception. Je pense qu'il va avoir un match plus difficile. Jared Goff va rester dans ce qu'il sait. Victoire des Lions, deuxième victoire consécutive à domicile avant d'aller affronter les Niners la semaine prochaine. Écoute, on favorise par 6. Si c'est le scénario qui se produit, ce serait une grande première dans l'histoire des Lions. Ils n'ont jamais gagné 2 matchs de suite en série. Ben forcément 2 matchs de suite. Tu peux pas en gagner un et en perdre un, là, mais ils n'ont jamais gagné 2 matchs de série, là, les Lions. Fait que c'est quelque chose. Dans les années 50, ils ont gagné des championnats de la NFL, les Lions, avant que ce soit le Super Bowl. Mais à ce moment-là, ils jouaient un match en série. Là, puis c'était la finale. Là, fait que ça explique pourquoi. C'est 2 défenses qui se ressemblent. Je pense qu'on va voir beaucoup de passes dans ce match-là parce que les 2 clubs sont extrêmement efficaces pour arrêter le jeu au sol. Je pense que Tampa est premier puis Détroit 4e, quelque chose comme ça. Mais les 2, c'est des passoires contre la passe. Là. Il va y avoir beaucoup de points qui vont se marquer du côté aérien. Puis moi, le match-up qui m'intéresse le plus dans ce match-là, le match dans le match, là, comme on dirait, c'est Aiden Hutchinson, qui est vraiment très, très bon à sa 2e année, le lié défensif des Lions. Il est dans sa zone, là. Ah oui, clairement. Puis il sort pas toujours avec le sac. Il y en a qui vont regarder la colonne des sacs, puis ils vont dire, ouais, il y en a beaucoup qui ont plus de sacs que lui cette année. Mais dans la colonne des pressions, Aiden Hutchinson est vraiment là, dans les tops. Il va écœurer Baker Mayfield souvent, sauf si Tristan Wirfs réussit à le maîtriser. Tristan Wirfs, c'est quand même un excellent bloqueur. Fait que c'est là que ça risque de jouer ce match-là. T'sais, si Hutchinson réussit à faire des gros jeux... La faiblesse d'Hutchinson, c'est qu'il s'enligne toujours à la même place, là. T'sais, il est pas comme un couteau suisse à la Micah Parsons qui peut se retrouver un peu n'importe où, sa ligne. Il est plus prévisible, entre guillemets. Je veux dire, il est difficilement arrêtable, là, mais il est toujours à la même place. C'est ce qui fait qu'il est très fort. Il y a un côté prévisible, tu sais, que t'as pas avec Micah Parsons. Mais il quand même à mettre de la pression. C'est ça. Tu le vois venir, même. Tu sais qu'il s'en vient, tu sais qu'il va être là, puis écoute, t'es pas capable de l'arrêter. Je pense que ça dit beaucoup sur lui. Fait qu'écoute, un autre gros party à Détroit, les Lions en finale de conférence pour la première fois en 2000 ans. Ça fait quoi? Je pense que c'est 91 leur dernière année en finale de conférence, si je me trompe pas, vite comme ça. Chapeau si ça se produit, là, parce que moi, je l'ai pas vu venir. Je les voyais champions de division Détroit avant l'année. Mais tu sais, je pensais que ça allait être un one and done en série. J'avais prédit les Rams la semaine passée. Fait que les Lions me font mentir. Bravo à eux. On s'en va à Buffalo. Hey! Buffalo qui ont réussi un exploit, sortir un club qui était à son 3e carrière, pas de défense, et à domicile. Le partisan des Dolphins qui parle avec amertume. Il est aigri, ce Jean-Nic. Un peu. Là, j'avoue que les Bills, là, cette année, là, ils s'en vont pas dans la colonne de ceux que je vais inviter au party de Noël. Mais bon, faut admettre que ils finissent sur un upswing, ça va bien leur fin de saison, ça va bien leur début de séries éliminatoires, ils ont semblé invincibles contre Pittsburgh. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ils méritent un spread de 2.5 à domicile contre les Chiefs? On parle d'un match de 45 points. Donc, est-ce que les Bills sont bien équipés pour battre à domicile Patrick Mahomes? Ben, la grande question, là, c'est la trolley de blessures. T'as aimé ça là, toute l'année, là, nous casser les oreilles avec tes blessures des pauvres Dolphins. Là. Non, je te taquine, Jean-Nic. Mais les Bills, là, ça fait dur, là, les Bills, les blessures. Ça fait très mal. La semaine passée, ils ont perdu Terrell Bernard.
qui déjà, lui, avait remplacé de façon éclatante. Il y avait eu le départ de Tremaine Edmonds, mais il y avait Matt Milano qui s'est blessé aussi en début d'année. Là, t'as Bernard qui s'est blessé. Demi de coin, Benford s'est blessé. Là, c'était rendu que Kyer Elam jouait. Ça, c'est le joueur que les Bills, au moins, les partisans des Bills veulent pas voir sur le terrain. Ben, il a joué un peu. Ouais, Hamlin a joué, bon, au moins. Il va gagner sans doute le retour de l'année, mais il va avoir joué 5 snaps, là. Ouais, je pense, cette année, cette saison, je pense qu'il a joué 17 snaps en défense. C'est vraiment pas beaucoup, là. Quelque chose comme ça, en tout cas. Fait qu'il y a beaucoup de blessures là, du côté de Buffalo en défense. C'est ça qui fait peur dans ce match-là pour eux. D'un autre côté, on l'a vu cette année, l'attaque aérienne des Chiefs, ça s'est pas mal limité à Rashee Rice puis un Travis Kelce, quand même pas aussi explosif que les dernières années. Je pense qu'il y a moyen de les contenir, mais c'est le match qui me fait le plus hésiter là, jusqu'à la fin, celui-là. Il y a un facteur vraiment blessure. Ta prédiction pour le Super Bowl, là, d'après moi, tu vas être obligé d'être cohérent. J'ai pas le choix d'y aller avec les Bills, mais ça me fait peur. Je te dis, là, si je vois que cette semaine, un tel joue pas, puis un tel joue pas, puis un tel joue pas, je vais réfléchir jusqu'à la fin. Mais disons qu'en ce moment, je considère qu'ils sont capables de résister aux assauts des Chiefs. C'est à la maison. Patrick Mahomes, à part les Super Bowls qui sont en terrain neutre, a jamais joué un match de série là, sur la route, là, dans un terrain hostile. Écoute, je suis pas tant inquiet pour lui, là. C'est pas le gars qui s'écroule sous la pression, mais quand même, c'est à noter, c'est important. Puis c'est le 7e chapitre de la rivalité Bills-Chiefs avec Mahomes et Josh Allen. Je pense qu'Allen va encore faire des gros jeux, il va sortir sa cape. Ça va t'écœurer, puis les Bills vont gagner. Ben moi évidemment je vais avec les Chiefs parce que je les ai mis aussi en finale du Super Bowl et je pense que les Chiefs ont eu ce qui pouvait leur être de mieux pour débuter les séries. Un match contre une équipe un peu en déroute, mais une bonne équipe, juste assez pour se donner confiance, à domicile, pour partir avec l'amour des partisans. Je pense que Patrick Mahomes sent qu'il y a quelque chose en plus à prouver sur la route. Les receveurs de passe ont l'air d'avoir retrouvé leurs mains suffisamment pour ou juste à temps pour les séries. Leur jeu au sol est solide, là, veut pas, là, c'est une de leurs forces. Puis, ils ont quand même donné juste 7 points à Miami, tu sais, qui est quand même, je comprends qu'ils ont pas donné, ils ont pas fait de 20 points depuis 3 semaines, Miami, mais de donner 7 points à Miami, ça donne quand même un indice que leur défensive est sharp, là, pour l'instant, là, tu sais. Ah oui, mais ça, tu fais bien, là, de le dire. Les Chiefs, honnêtement, très, très grosse défense cette année. J'aime beaucoup leurs 2 demi de coin. C'est rendu un des bons duos dans cette ligue-là. Le Trent McDuffie puis le Jarius Sneed. Ah non, ils me font vraiment réfléchir. Blessé, là, mais... Ils me font réfléchir beaucoup, les Chiefs. Je te le dis, là, c'est le match là, qui me stresse le plus. Même si j'ai mis un gros upset des Texans, j'hésite encore plus sur celui-là. Alors, ça sera une victoire des Chiefs de mon côté. On s'en reparlera la semaine prochaine. Envoyez-nous vos prédictions aussi. Hein. N'hésitez pas pour en discuter. On a toujours je sais que notre page Facebook est pas très... une fois que les fantasy sont finis, il y a un petit peu moins de discussion, mais vous pouvez nous écrire vos prédictions. Là. Moi, je vais le faire. On le fera, Steph, OK? On écrira nos prédictions, puis on en discutera avec nos amis de notre groupe Facebook, si vous voulez vous y joindre. On changera de nom à un moment donné. Il faudrait que les gens comprennent qu'on veut pas que ce soit juste une page fantasy, là, qu'on veut jaser de football tout court. Nos précieux conseils de fantasy football sur Facebook, vous pouvez nous trouver comme ça. OK, on fait une pause et après la pause, ben là, c'est le temps justement de vous parler parce que vous nous avez, oui, dis-je bien, envoyé beaucoup de questions cette semaine. On va tenter d'y répondre. Bougez pas. Question du public. Vous êtes sur la zone payante, c'est l'heure des questions du public. Est-ce que mon sifflet marche? Check bien ça, on va faire un test. J'entends pas. T'as une minute, j'ai pas encore sifflé. Je sais pas pourquoi je vis autant d'insuccès. Non, c'est... J'en vis déjà assez dans ma vie personnelle. Là. Je vois pas pourquoi il faut que ça se transforme dans ma vie professionnelle. Là. Ça te suit partout. T'es jinxé en ce moment. Je suis une figure de l'insuccès. Bon. Alors, on va laisser tomber le sifflet encore cette semaine. À regret. Mais il y en a qui vont être contents de ça quand même.
C'est vrai, on sait qu'on est divisé à la zone payante entre l'utilisation du sifflet ou pas. On va commencer avec Thomas de Bordeaux. Oui, Thomas! Alors, des beaux matchs avec encore quelques surprises pour cette première ronde des éliminatoires. Texans qui marque 45 points, Packers avec un beau duo Jones et Love, et un match glacial qui achève des Dolphins en fin de course à Kansas City, des Cowboys ont de la peine. Donc, toujours un peu l'analyse de Thomas qui voit un peu la même chose que nous. Il rappelle que j'ai fait 4-6 et Stéphane 3-6 pour la première fin de semaine. Donc, rien n'est joué. Ouais. Question de la semaine pour votre émission. Steph, imaginons que lors d'un dîner chez un ami, si tu es assis à côté de Jim Harbaugh et qu'il te demande conseil pour revenir dans la NFL, quelle équipe lui conseillerais-tu de choisir? Je serais vraiment honoré qu'il me demande conseil. Là. On sait jamais, ça peut arriver. Moi, écoute, j'ai toujours dit que le chemin le plus court vers le retour d'une équipe à la victoire, c'est un bon corps arrière. Là, c'est pas un secret. À ce compte-là, je regarde tous les postes, les ouvertures disponibles, puis j'ai dit, Phil, go chez les Chargers, ça presse. Je comprends que Justin Herbert, là, bon, il n'a pas été à son meilleur dans les grands matchs. On a parlé de ça un peu cette année, là, mais il reste que le talent est là, la base est là. Tu t'amènes dans une situation où tu as un corps arrière en place. Puis, écoute, c'est une équipe qui sous-performe là, depuis 2-3 ans, on le sait. Je pense qu'il arriverait dans une très belle situation. Jean-Nic, si tu deviens le GM des Dolphins de Miami, que fais-tu à l'intersaison pour que ton équipe favorite accède au Super Bowl? Hey, là. Imagine, Jean-Nic, t'es le GM des Dolphins, puis là, tu fais des points de presse, puis tu dis, cette semaine, on va perdre, il n'y a rien qui marche chez nous, on est pourris. Non, c'est sûr que je garderais mes sautes d'humeur pour le bureau, mais ça fait une couple de semaines, je le répète, là, on est dans un catch-22, là. Est-ce qu'on y va avec toi? Est-ce qu'on lui donne l'argent que mérite un corps de premier plan? Est-ce qu'on repêche un corps arrière et on lui dit que on va attendre la 5e saison pour voir comment qu'il y a... Tu peux pas, là, tu sais, la chose à faire, c'est de lui donner un contrat. On peut pas lui donner 250 millions garantis. On va voir... mais c'est plate, mais il faut adresser Tua. Puis Wilkins, je pense qu'il est parti. Là. Il y a rien à faire. Il va aller jouer sous d'autres cieux. Ça va être une énorme perte pour le front défensif. Pour ce qui est des choix de repêchage, je veux dire, Chris Greer s'est souvent trompé avec le premier choix. J'aimerais quasiment mieux qu'il l'échange. Ça fait plusieurs corners qu'on va chercher qui finalement jouent pas un snap, là, tu sais, Noah Egbenegany qui a pas joué. Après ça, on a repêché Cam Smith cette année, on l'a pas vu. Lui, il avait été comme dans les sensations de la pré-saison, là, Cam Smith, c'est le valeur que ça a fini de même. Ouais. Puis Vic Fangio, mais je pense qu'il faut le garder, même s'il coûte cher, il reste qu'il amène un peu d'expérience, là, même s'il n'a pas prouvé qu'il était le génie dont on a tous parlé, mais il a quand même été honorable. Fait qu'on va essayer d'en garder le plus possible, garder l'équipe intacte, continuer de miser sur la vitesse, peut-être ajouter un peu de robustesse, mais je suis pas très optimiste pour les prochaines saisons à Miami. Alain, qui pose la question, pourriez-vous nous donner un bilan de la saison de nos 3 Québécois dans la NFL? C'est vrai, ça? C'est intéressant. Est-ce qu'Anthony Auclair a officiellement pris sa retraite et quelles sont les chances qu'on le revoie dans la NFL? On va commencer par Auclair. Tiens, lui, non, il a pas officiellement annoncé sa retraite, là, mais écoute, ça fait quand même 1 an et demi qu'il est pas dans la ligue. Ça va être de plus en plus dur de se faire valoir. Il y a quand même eu un essai à l'entraînement, là, un try-out avec les Colts cette année. Il s'est passé un peu sous silence. Mais c'est signe qui est encore sur les radars. Tu sais, une équipe qui a besoin d'un gros bonhomme pour bloquer peut regarder du côté d'Auclair, mais après 1 an et demi en dehors de la ligue, ça sera pas évident. Après ça, pour les 3 qui étaient actifs, commençons par Mathieu Bergeron. Première saison, il a été garde à gauche partant, 100% des snaps offensifs des Falcons. Tu sais, c'est une belle réussite. Les Falcons, j'ai vu qu'ils l'avaient nommé comme... là, j'espère qu'il est tout étoile avec lui. Ouais, c'est ça, là, tu sais.
Mais bon, selon Pro Football Focus, c'est pas la Bible, mais je me fie quand même un peu à ce site-là parce qu'il analyse tous les jeux de tous les joueurs un par un. Tu vois, en 632 snaps de passe, Mathieu Bergeron aurait alloué 33 pressions et 6 sacs du corps. Fait que s'il y a un aspect à améliorer dans son jeu, c'est surtout là. Parce que sur le jeu au sol, il a quand même été pas mal plus convaincant. Après ça, C.D. Sow avec les Pats, ça a été une agréable surprise pour les Patriots. Là. Un choix de 4e ronde, tu t'attendais pas qu'il voit beaucoup d'actions cette année. Puis au contraire, il a amorcé 13 matchs. Il a alloué 5 sacs en 486 jeux de passe, mais c'est surtout sur le jeu au sol, il a été très, très, très dominant. PFF, justement, Pro Football Focus, l'a placé sur son équipe étoile recrue, sa première équipe d'étoiles de recrue. Fait que c'est très encourageant comme début de carrière pour C.D. Sow. Puis Benjamin Saint-Just, demi de coin des Commanders de Washington, ben écoute, il y a eu des hauts et des bas, c'est-à-dire que des hauts, c'est lui qui a joué le 8e plus haut total de jeux parmi les corners là, dans la NFL. Il est aussi 4e dans la ligue avec 17 passes rabattues. Le hic de son côté, c'est qu'il a été ciblé beaucoup par les carrières adverses. Fait qu'il a donné beaucoup de verges. Il a donné 871 verges. Fait qu'il y a eu du bon et du moins bon là, de son côté. Mais lui, ce qui est important, c'est vraiment là, l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat d'entrée. Ça va être une très, très grosse année pour lui. Nouveau régime à Washington. Il y a un nouveau proprio, il y a un nouveau DG. Il va avoir un nouveau coach bientôt. À quel point on va le considérer dans les plans pour le futur, c'est une grosse saison pour Benjamin. On leur souhaite bonne chance à nos Québécois. On espère qu'ils vont continuer à bien performer et qu'il va y en avoir d'autres, surtout l'an prochain. OK. On a-tu une chance d'en avoir un qui rentre l'an prochain, d'ailleurs? Oui, il y aurait Jeffrey Quentin-Arcou qui était surveillé, un secondaire. Lui, il a joué au cégep Garneau. Il s'est en allé ensuite à Syracuse, puis il a transféré dans les 2 dernières années à Memphis. Où il a été partant, il a eu de très bons chiffres. Fait que lui, c'est à surveiller. Il y a une chance d'être repêché. S'il n'est pas repêché, ben là, il y aurait une très, très bonne chance aussi d'être embauché comme agent libre là, après le repêchage. Gaétan nous écrit « Je vous écoute parler de vos équipes préférées et des déceptions qu'elles vous apportent et je trouve Jean-Nicolas bien négatif envers ses Dolphins. » Je pense que le bon mot, c'est réaliste, mais bon, poursuivons. Il dit « On dirait un partisan des Eagles. » Touché. J'adore. La défaite contre les Chiefs en fin de semaine n'aidera pas. Quant à Stéphane, il me ressemble un peu. Il a vécu bien les déceptions au fil des années, mais demeure solidaire de ses Vikings. Ah oui. Alors, lui, c'est un partisan des Saints. Et il nous dit, sa question, dans le fond, lui, c'est quand il a vu partir Sean Payton, supposément à la retraite, et qui a signé 1 an plus tard avec les Broncos, ça ressemble à un gars qui a quitté le navire avant qu'il ne coule, car je pense que mon équipe va aller nulle part dans les prochaines années. Hey, monsieur négatif qui donne des leçons, Gaétan, là. Je le compare à un rat. Il compare Sean Payton à un rat. En lettres majuscules. Ai-je tort de penser ça? C'est bon, ça, d'avoir de l'amertume. Lâche pas, Gaétan. Faut laisser aller la hargne de temps en temps, là, quand même. Oui. Écoute, un rat. Payton, je pense qu'il avait jamais dit « je prends ma retraite ». Il voulait se tasser un peu, analyser la situation, vivre autre chose, puis replonger. Je pense que ça a toujours été le plan. Moi, si j'étais Gaétan qui nous écrit, Gaétan Dupont, je me dirais, bon, Payton a fait 16 ans en Nouvelle-Orléans. À un moment, rappelle-toi quand il est arrivé là, Jean-Nic, personne ne voulait mettre les pieds là. C'était un marché misérable, une équipe qui gagnait absolument rien. Il se passait rien là-bas. Le club était menacé de déménager après l'ouragan. Personne ne voulait aller là. Il est arrivé là. Là, certains diront, ouais, mais il y a eu Drew Brees. C'est Drew Brees qui a fait sa renommée. Peut-être, mais c'est quand même lui qui l'a choisi. Nick Saban, il l'a pas fait, lui, à Miami. Il a choisi Dante Culpepper, rappelez-vous. Fait qu'il a pris la bonne décision. Il a guidé cette équipe-là à une tonne de présence en série. Au bout du compte, ben, tu peux être déçu de son départ, Gaétan, mais moi, dans un contexte comme ça, je préfère me rappeler l'ensemble de l'œuvre. Puis l'ensemble de l'œuvre, c'est que Sean Payton a été très, très bon pour les Saints. Pierre qui nous pose la question. Hello, fidèle auditeur de France. Un autre Français. Recommence pas, Jean-Nic, recommence pas, là. La controverse. Écoute, il me pose une question, il dit
Est-ce que Gutekunst... C'est le DG, ça. Ouais, des Packers. Doit faire un trade pour Christian Watson. Pourquoi il fait... Moi, je l'aime, Watson. Le corps de receveur semble tellement profond pour les Packers. Question de Pierre. Il y a beaucoup de partisans des Packers en France. Salut, Pierre. Pierre Roibon, ouais. Je comprends où il veut en venir parce que les jeunes receveurs des Packers se développent super bien, tu sais, que ce soit Jaden Reed, Dontavian Wicks, Romeo Dobbs, tu sais, c'était des imprévus, alors que Watson, il devait être le stud de ce groupe-là, tu sais, c'est lui qui a été drafté le plus tôt. Mais il reste que si tu l'échanges, tu sais, c'est lui qui est le plus dangereux, clairement, côté vitesse, là. Puis je sais pas quelle valeur tu aurais en ce moment pour Christian Watson parce que, comme je te dis, les autres semblent se développer plus rapidement. Tu l'échanges, tu obtiens quoi en retour? Tu sais, je pense que pour l'instant, tu continues de miser sur son potentiel très explosif. Tu vas chercher quelques gros jeux, puis on verra pour la suite. Non, ils ont pas besoin d'enlever de la profondeur dans des positions comme les receveurs de passe, à mon avis, pour l'instant, à Green Bay. Maintenant, Roussovski, notre chum, qui nous dit, selon vous, qu'est-ce qui explique que les Cowboys choquent aussi souvent en série? À un tel point d'avoir l'étiquette de choker. Il y a du monde qui se garde ces Cowboys, hein, m'a dit que moi, là, des amis qui sont partisans des Giants, puis des Eagles, puis ils ont eu leur Super Bowl à leur façon. Ouais, mais les partisans, tes amis partisans des Eagles, ils ont eu leur Super Bowl, mais ils ont eu leur Pro Bowl le lendemain. Ouais. Non, mais les Giants aussi, les partisans des Commanders aussi dans mon entourage, m'a dit tout ce monde-là, ils ont quand même vécu. C'est bizarre comment que les Cowboys suscitent de la haine quand même, là. Ben, c'est le fait qu'ils s'appellent l'équipe de l'Amérique, puis qu'ils prennent de la place, puis c'est une équipe qui vaut 9 milliards, puis Jerry Jones, il y a tout pour... C'est ça qui fait en sorte qu'ils perdent. C'est-tu parce qu'ils ont trop de pression? Ben, il y a une pression énorme, mais à un moment donné, ils ont gagné dans les années 90 leur Super Bowl. Pourquoi ça marchait à l'époque? Pourquoi ça marche plus là? Il était mieux dirigé avec Jimmy Johnson. Hey, t'as-tu vu son speech à demi, Jimmy Johnson, là? Ah, ça, c'était épique. C'était vraiment épique, bon. Là. Ceux qui l'ont pas vu, là, aller voir Jimmy Johnson, speech, le monsieur, quoi, 81, 2, Jimmy Johnson? Ouais, quelque chose comme ça, ouais, c'est ça. Je regardais, là, mais écoute, quel speech, là. T'as vu Michael Strahan, qui s'est comme aligné après, là, put me in, coach. Écoute, c'est beau, là, de voir ça, là. Tu sais, des coachs qui sont encore inspirants. C'est peut-être pas les plus grands tacticiens. C'est peut-être pas ceux qui vont avoir le plan de match le plus hot. Mais quand ils vont te faire un speech là, pour te faire jouer le meilleur de ce que tu es capable de donner, tu vas te lever, tu vas avoir la veine du coup sortie, puis tu vas visager. Écoute, j'en parle, je reparle de ce speech-là, puis j'ai la chair de poule. Là. Non, c'était très bon, mais pourquoi maintenant la question? Si on le savait, là, écoute, il y en aurait des solutions. On ne sait pas pourquoi un club si souvent en série. Tu sais, les Cowboys, c'est un peu l'histoire des Maple Leafs au hockey. Là, quand ça fait des années et des années et des années que tu as un gros club puis que pour toutes sortes de raisons, ça marche pas. Tu essayes différentes affaires, ça marche pas. Tu changes de coach, tu changes de corps arrière, tu reconstruis. Là, tu as des vedettes puis ça marche toujours pas. Puis j'étais allé à Toronto l'année passée avant les playoffs pour faire des reportages. Puis les joueurs le disaient clairement là, qu'à force de se faire parler de ça, de se faire poser des questions à tous les jours, ça leur joue dans la tête. Ça peut pas faire autrement que leur jouer dans la tête. Je pense que c'est un problème à Dallas. Là, depuis leur dernière conquête du Super Bowl, c'était quoi? C'était en 95, je pense. Ils sont 5-13 en série. Là. Fait on se fait pas des cachettes, on se fait pas des histoires quand on dit « ils choquent en série. » La fiche est là pour le démontrer. Puis bon, ben, je fais du pouce sur la question de Régent. Toujours à cause du coach. Ben, c'est ça. Je fais du pouce sur la question de Régent, qui nous pose la question aussi. Est-ce que Dak Prescott a démontré, même avec ses statistiques monstres, qu'il méritait un autre contrat, là? Parce qu'il va être joueur autonome en 2025, là. Ouais. Est-ce qu'il vaut, le contrat d'un quart, numéro 1 dans la ligue, là? C'est la même question, le même constat qu'avec Tua. Il est très bon, Dak Prescott. Est-ce que c'est lui qui va élever le club au prochain niveau? Là, c'est rendu dur de le croire. Sauf que tu te débarrasses de lui, tu fais quoi? Là, le problème des Cowboys, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, tu le laisses mariner une dernière année sur son contrat. » Puis c'est souvent là que les joueurs sont à leur meilleur parce qu'ils veulent miser sur eux-mêmes puis se prouver. Oui, sauf que la structure de son contrat en ce moment fait que il compterait pour 59 millions sur le cap salarial l'an prochain.
Fait que tu peux pas dire, on le laisse aller comme ça parce que tu vas avoir des trous ailleurs, pas possible. Va falloir que tu coupes des joueurs. Faut que tu le renégocies. Mais là, c'est un maudit problème parce que si tu le renégocies, c'est que tu t'engages avec lui pour 5-6 ans à 45-50 millions par année. Je sais pas. Fait que tu sais, ils sont dans de beaux draps, les Cowboys. Poursuivons avec Julien aussi qui dit qui va perdre sa job en premier. On en parlait de McCarthy, Eric Sirianni. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu vois qui va perdre sa job suite aux contre-performances de leur équipe en série? On a parlé de Tomlin, sans parler de contre-performance. Dans le cas de Tomlin, c'est plus l'usure du temps. Là. Mais moi, je pense que dans les trois, si j'avais à me mouiller, je dirais que McCarthy est le plus en danger. Steve qui nous dit, est-ce que le style des attaques avec énormément de mouvements pre-snap sera la prochaine mode de la NFL? Je corrige, c'est pas la prochaine mode, c'est la mode actuelle déjà. Là. On le voit de plus en plus. Puis j'ai fait une petite recherche parce que à l'œil, on le voit, on se dit, ouais, il me semble qu'on voit de plus en plus des motions pre-snap, puis toutes sortes de motions, là, des rapides, des lentes, toutes sortes de façons de le faire aussi. Puis on se dit, c'est-tu trompeur, c'est une impression ou c'est vrai? Puis je regardais, puis effectivement, là, les chiffres démontrent qu'il y en a de plus en plus. Puis des 10 équipes qui ont utilisé le plus de motions cette année, ça, c'est des chiffres de ESPN Stats and Information. Il y en a 7 qui se sont retrouvés en série. Fait que tu vois que c'est la tendance offensive. Puis sur ces 7-là, les 5 premières, c'était Miami, Rams, Niners, Packers et Détroit. Fait que, écoute, ça nous montre là, où l'attaque s'en va. C'est clair que c'est la tendance en ce moment. Philippe nous dit, comme on sait, Steph est allé à Buffalo récemment, j'aurais une petite question. La Bills Mafia aime beaucoup le froid et la neige, mais à quel point ça apporte un avantage aux locaux? S'entraîne-t-il toujours dehors ou il y a un gros centre d'entraînement intérieur? Je me dirige vers Buffalo avec ma femme qui est fan des Chiefs et Bills. Elle est fan des Chiefs et Bills, à moitié, en espérant ne pas être déçu dimanche. S'ils sont fans des Chiefs et des Bills, en tout cas, je suis pas sûr de comprendre si sa femme est fan des deux équipes ou si lui est fan des Bills et sa femme des Chiefs. C'est ça. Mais oui, perte de Repentigny, calcule que ça va être 6 heures de route. C'est à peu près ça. Moi, quand j'avais mes billets de saison à Buffalo, la game finissait, puis je revenais ici, puis il était minuit. C'était plus 7 heures. Ouais, avec le trafic, là, ça bouchonne à Buffalo après la game, là, ça, c'est inévitable. Mais pour répondre à la question, oui, ils peuvent s'entraîner dehors, mais ils ont une bulle aussi là, pour s'entraîner en dedans qui est tout juste à côté du stade. Phil, tu vas le voir quand tu vas arriver au stade, c'est tout juste à côté, le centre d'entraînement. Fait qu'ils ont l'option là, de dire selon ce qu'on préfère de s'entraîner en dedans. Moi, quand je suis allé couvrir un match des séries l'année passée à Buffalo en première ronde contre Miami. Puis ils s'entraînaient en dedans à ce moment-là. Fait que ça dépend du contexte, de ce que les coachs veulent mettre en place comme concept. Là. Mais il y a possibilité de faire les deux. Puis l'avantage du terrain, je pense, oui, il peut venir du froid, mais tu vas le découvrir là-bas si t'es pas allé. Là, c'est surtout des partisans crinqués. C'est extrêmement bruyant à Buffalo. Il y a une atmosphère comme on voit pas beaucoup ailleurs. Tu sais, ça se réchauffe en masse d'un tailgate avant le match. Puis c'est ce qui procure un gros avantage aux Bills, là, leur partie. On dirait que les bonnes saisons aident quand même, là. Ouais, en ce moment. Mais je te dirais que moi, j'étais allé aux Bills à un moment donné, à une époque où ils étaient vraiment plus là, les Bills. Ils se faisaient planter année après année par les Pats. C'était automatique. Puis l'ambiance dans le stade était... Bon. Ouais, puis même dans le stade, c'était plein, ça criait. Tu sais, c'est... Sincèrement, là, que t'aimes ou pas les Bills, c'est des excellents partisans. Lauriane, qu'est-ce qui peut expliquer cette baisse de niveau de fin de saison et en playoffs chez les Eagles? On a déjà un peu répondu. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais ajouter? Tantôt, tu sais, je parlais des gars comme Bradbury puis Slay qui avaient diminué de niveau. Puis, faut dire aussi que la défensive a non seulement perdu son coordonnateur Jonathan Gannon, qui est allé coacher les Cards, mais ils ont perdu quelques gars. Est-ce que ça a été ça qui n'a pas aidé? Tu sais, ils ont perdu leurs 2 safety partants, mais par contre, dans la saison, ils sont allés chercher Kevin Byard. Qu'est-ce qui est arrivé aussi? On a été embauché Shaquille Leonard, on l'a à peu près pas vu. Il y a des mystères à Philadelphie. Je suis désolé, Lauriane, j'aimerais ça mieux répondre, là, mais en ce moment, moi, j'arrive mal à m'expliquer ce qui s'est passé là-bas. Jean-Philippe, les Packers ont joué tout un match en fin de semaine. Tout le monde va voir les Niners l'emporter. Croyez-vous à une surprise des hommes fromage?
Ça m'a l'air d'un partisan des Packers. Ce Jean-Philippe, je crois que Love est l'ingrédient parfait pour éviter le terrible front des 49ers. Bon, là, Jordan Love, là, ça fait plusieurs fois là, qu'on dit que c'est le nouveau Aaron Rodgers, puis que ça marche donc bien à Green Bay, leur stratégie de repêcher un corps en première ronde, le faire asseoir, puis le faire apprendre, puis l'amener. Ça reste quand même, là, à première vue, là, un autre succès, là, puis c'est frustrant pour les équipes qui cherchent des corps arrière de voir que les Packers sont 3-3. C'est frustrant pour les Vikings, Jean-Nic. Ouais, mais est-ce que Jordan Love, j'ai envie de dire oui, parce que je le vois jouer, je me dis, ah là, il est vraiment bon, mais en tout cas, est-ce qu'il est convaincu, là? Est-ce qu'il a convaincu tout le monde déjà, là? Est-ce que c'est lui, à lui seul, peut battre le front défensif des Niners? Ben, je pense pas. Mais par contre, il amène un bon point, là, quand même, notre ami, en disant que la tertiaire, ça peut être un ingrédient un peu plus faible. Oui. J'en parlais tantôt. Il y a Charvarius Ward qui est excellent. Il est dans les meilleurs demi de coin de la ligue. C'est l'ancien des Chiefs. Lui, il était déjà bon là-bas, mais il a pris un step depuis qu'il était à San Francisco. Mais en dehors de lui, là, c'est quand même tranquille dans le tertiaire. Fait qu'il y a matière à faire de quoi contre eux. Mais je pense qu'en bout de ligne, là, Jordan Love, il va frapper son mur en fin de semaine. Ça veut pas dire on l'avait surévalué puis tout ça. Si on conclut ça, c'est une erreur. Là. Il a prouvé cette saison là, qu'il allait être un bon corps arrière. Mais là, c'est tout un autre test. Un test d'un autre niveau, clairement, contre San Francisco. On conclut avec le moment, Robin. J'ai même toujours pas d'effet sonore. Robin va être déçu, tu le sais. Tu liras sa question. Je veux dire... Tu liras sa question. Là, D'abord, il y a un commentaire. Il dit « Bravo à Jean-Nic pour l'arrivée à la télé de Cube Radio. » Wouh! Hey, je suis une star là, cette semaine. Là. Je suis dans le Devoir, je suis dans la presse, je suis dans le journal. Franchement, là, les auditeurs qui nous entendez, j'espère que vous saisissez la chance, vous comprenez la chance que vous avez là, que je sois ici pour vous. Là. C'est quasiment un honneur là, que je vous fais là, de prendre le temps de vous parler parce que je suis tellement rendu big maintenant que je pourrais vivre ma vie là, à l'extérieur de ce podcast et avoir une carrière très fructueuse. Mais je me suis quand même dit que j'allais finir mes engagements avant mon départ pour Hollywood. Je vais poursuivre donc l'animation de ce podcast en compagnie de Stéphane Cadorette. Donc, merci Robin de me féliciter pour Cube. Abonnez-vous, là. Appelez votre câbleau distributeur et demandez-lui de faire ajouter Cube à votre forfait télé. Pour ceux qui ont la télé, là, je sais là, qu'il y a plein de monde qui n'ont plus de télé, mais pour ceux qui ont un câble, qui soit Vidéotron, TELUS, Cogeco, Bell, ajoutez Cube, appelez-les, demandez-leur d'avoir Cube à la télé. Et Robin qui va d'une petite pointe d'ironie en me disant « Espérons qu'elle sera plus fiable à la télé que les effets sonores de son directeur à la zone. » Ouais, j'avoue que là, les effets sonores, il va falloir que je remédie à ça, là. OK, question. Une petite facile pour notre expert. Steph, ouvre tes oreilles. Oui, si jamais les Ravens gagnent le Super Bowl, est-ce que ce serait la première fois que deux frères remportent en quelques semaines les plus grands honneurs du football à la fois au niveau collégial et professionnel? Il te fait travailler, Robin. Très bonne question cette semaine, Robin. Ouais, très bonne question. Puis c'est drôle parce qu'il dit une petite facile. Puis moi, je trouve pas. Je trouve pas. J'ai cherché un peu, puis j'ai pas trouvé. Fait que Robin va sûrement nous corriger, ou je le sais pas. Si c'est facile, est-ce que c'est parce que la réponse était évidente? Tu penses qu'il pose des questions dont il connaît la réponse? Ouais, parce qu'il me dit une petite facile. Forcément qu'il connaît la réponse si la question est facile. Mais non, moi je pense, sauf erreur, bien entendu, que ce serait la première fois là, parce que Jim Harbaugh a gagné avec les Wolverines du Michigan, le championnat national. Et là, on a John Harbaugh qui pourrait être du Super Bowl. Pourrait. Ouais, j'ai l'impression que ce serait une première, que ce serait eux. Mais merci à vous. J'ai hâte de voir s'il va nous corriger.
Merci Steph, merci à ceux qui ont fait parvenir des questions. C'est facile de nous écrire, là, il reste quelques émissions avant la fin de la saison, n'hésitez pas à participer. Vous pouvez nous écrire sur notre site dont je faisais mention tout à l'heure sur Facebook, notre groupe Nos précieux conseils de fantasy football. Nos précieux conseils de fantasy football. Allez sur Facebook, mettez-vous membre du groupe. Vous pouvez aussi nous interpeller sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Si vous avez une job de PDG d'Alcan là, ou d'Hydro-Québec, là, vous pouvez me rejoindre. Oui, aussi. Et vous pouvez bien sûr, le plus facile, c'est de nous écrire directement. Stéphane prend les messages régulièrement sur notre adresse courriel qui est... Oui, la zone payante à commercial-québécoismedia.com. La zone payante à commercial-québécoismedia.com. Parfait, merci. Après la pause, on s'en va au bar. C'est l'heure d'amener un peu de gaieté parce que l'heure du bar... À quelle heure qu'il ouvre notre bar? Notre bar est ouvert 24 heures sur 24, mais c'est clandestin. Là. Faut pas le dire. Ah oui? Fait que nous, on continue de servir passer 1 heure. Là. Ah, ben oui. 3 heures. Oui. Non, c'est quoi les... Je suis tout mêlé, là. À 1 heure, c'est en Ontario. Ça fait longtemps que t'es pas sorti, là. 1 heure. Là, c'est la honte, là. Non, j'avoue que la dernière fois que j'ai fermé quelque chose, c'est genre le Cora, là, à 3 heures de l'après-midi, qui servait plus de déjeuner, là, mais ça fait longtemps, en maudit, que j'ai fermé un bar, ça, je te l'annonce. Bon, ouais, c'est ça. On est à l'âge de faire... Mais c'est ça. On est à l'âge de fermer les restaurants déjeuner plutôt que les bars. Ah, c'est triste à entendre ça. Ouais, c'est triste. Bon. OK. Parlant de tristesse, moi, je vais commencer avec mon client au bar, là. Puis, je sais, là, tu vas me dire, là, c'est une fixation, t'es fâché. C'est de la malice. Moi, quand j'avais vu, c'était Mason Rudolph? Non, c'était... Kenny Pickett au college. Kenny Pickett au college, qui avait fait une feinte de slide, là, parce que depuis quelques années, on encourage les carrières à glisser. Moi, quand j'ai commencé à regarder le football, là, ça n'existait pas. Là, j'ai jamais vu Dan Marino faire un slide. Là. Peut-être une fois. Tu l'as jamais vu mais... courir non plus. Non plus, c'est un bon point, mais même à l'époque, tu sais, là, Steve Young ou je sais pas, là, tu sais, personne slidait, là, tu sais, c'était une honte, là, à la limite, mais bon. Le jeu étant ce qu'il est, il évolue dans la bonne direction, on veut protéger les carrières, puis c'est correct, je suis bien d'accord avec ça, on veut que nos jeunes aient envie de faire ce sport-là, puis on veut pas qu'ils se fassent étêter. Et les carrières, évidemment, quand ils se mettent à courir, là, la défensive, ils se mettent sur le mode kill. Il reste que quand j'avais vu Kenny Pickett faire une feinte de slide et poursuivre une course pour gagner plusieurs verges par la suite, j'avais quand même eu un gros malaise en me disant les joueurs qui font ça, c'est l'équivalent pour moi là au soccer là, de quelqu'un là, qui se fait accrocher puis se garoche en hurlant qu'il s'est fait mal à la cheville. Là. C'est de l'anti-jeu là, puis ça mérite le même genre de traitement public là, tu sais, c'est pas une feinte de slide là, puis après ça courir, c'est de l'anti-jeu là. Et en fin de semaine, tu dis qu'il abuse d'un règlement pour les protéger, c'est ça? Ben oui, tu sais, puis ils veulent influencer en plus là les, tu sais, à quelque part l'arbitrage est tellement sévère sur les corps arrière, puis je comprends les joueurs de défensive dès qu'il y a un geste qui s'enclenche, qui peut laisser présager à une glissade, ben le jeu est mort. Là, tu sais, là, tu pourras pas, en tant que joueur défensif, là, débuter un geste parce que c'est sûr que tu te fais flaguer. Sûr. D'ailleurs, on l'a vu à plusieurs reprises. Ce qui m'amène à ce qui s'est passé en fin de semaine. Puis là, moi, je vais être sans équivoque, là. Pour moi, Josh Allen, c'est clair que c'était une fake de slide, là. C'est clair qu'il a ralenti, qu'il a laissé présager une glissade et qu'il a poursuivi ensuite pour un toucher de 52 verges. Pour ceux qui ont vu la scène, là, Josh Allen sort du champ arrière et décide de porter le ballon. Et quand il voit qu'il va se faire plaquer, il ralentit
et se tourne le corps, pas énormément, là, mais se tourne j'avoue que la feinte est pas claire comme l'était Pickett, mais évidemment, là, tu sais, je veux dire, c'est des professionnels, là, ils le voyaient bien, là, qu'il s'en allait, il faisait quelque chose qui était pas normal, là, mais c'était évident qu'il s'en allait slider, et c'est ce que les joueurs en défensive ont cru, et Josh Allen est passé entre les deux en disant « Poisson! » Il est allé faire un toucher. Les partisans des Bills ont applaudi ce moment de lucidité et d'ingéniosité de leur carrière. Moi, en revanche, je regrette ce qui est arrivé, puis je pense que ça va, j'espère, faire réfléchir les autorités de la NFL pour dire que dès qu'un arbitre... Là, écoute, ça va devenir... À force de protéger, on va faire des choses ridicules, mais il y a plein de règles dans la vie qui sont faites parce que quelqu'un en a abusé. Puis ça, j'espère que ça va donner une leçon et que ce genre de feinte malhonnête là, va amener le règlement dès que le corps arrière réfléchit à un geste de protection. Non, mais sinon, c'est quoi la solution? Parce que... Mais là, le corps je vais juste finir, Steph, je vais te laisser la parole. Mais je vais te laisser la parole. Mais là, ce qui est arrivé dans ce match-là, en plus, c'est que là, après ça, les défensives ils sont frus, là, parce qu'ils ont eu l'air cons. Les joueurs ont eu l'air cons. Fait que dès qu'il a glissé après ça, plus tard dans le match, le joueur, en plus des Steelers, il s'est retenu, là. Il est tombé dessus, sur une glissade. Josh Allen s'est retourné vers l'arbitre, 15 verges. En tout cas, moi, ça m'a vraiment mis un goût amer là de Josh Allen là, que monsieur, je suis un tough là, puis je fais des petites feintes du genre. Puis deuxième chose, tu sais, là la NFL va se retrouver avec ce problème-là. J'espère qu'ils vont l'adresser. Là. Je sais pas comment ils vont le régler, puis j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Mais je vais finir en disant que je vais envoyer Josh au bar, puis je vais lui donner un fake brandy. Oh! T'as vu la photo que je t'ai envoyée? Non, il n'y a pas le fake slide cocktail, c'est pas que je l'ai pas cherché, mais je vais lui donner un fake brandy, fait qu'il essaiera de le boire, il sortira pas du verre, il va rester dans le fond, il est pas très bon parce que il est en plastique, mais il est crédible dans son rôle de brandy. Alors voilà, je t'écoute sur ton opinion là-dessus. Je suis pas en désaccord avec ton point, là, mais comment t'empêches ça? C'est ça la question. Parce que là, si un corps arrière veut juste faire un changement de direction ou il break soudainement parce qu'il veut feinter le joueur, comment t'interprètes-tu un fake slide ou ça va être difficile, pas à peu près d'enrayer ça, là. Mais je comprends totalement ce que tu veux dire, pour vrai, mais c'est juste être dans les culottes de la ligue. Comment t'arrêtes ça, sauf si c'est vraiment, vraiment flagrant? Puis dans le cas de Allen, oui, je pense qu'il y avait fake slide, mais il faut que tu le regardes, le jeu. Là. Tu sais, tu te dis, OK, est-ce qu'il ralentissait pour changer de direction? Il y a quand même une question qui se pose. Puis ça, c'est en le regardant au ralenti. Imagine maintenant dans le feu de l'action pour un arbitre. Écoute, là, tu vas t'attirer encore des problèmes de controverse d'arbitrage, là, je pense. Qui t'envoie au bar, toi, mon cher? Écoute, j'en ai juste une humoristique, puis après, je t'envoie mon vrai invité, OK? Il y a une journaliste que ça m'a fait pisser dans mes culottes, qui a demandé à Todd Bowles, l'entraîneur des Bucks de Tampa Bay, comment il préparait son équipe cette semaine pour un match où à Détroit, il annonce à peu près 0 degré, puis ça va être froid. Comment tu prépares tes joueurs pour ça? Écoute, Todd Bowles, il a dit, tu sais, là-bas, il joue à l'intérieur, fait que j'ai pas de grosse préparation à faire. On va être 20 secondes entre l'autobus et l'entrée du stade. Fait que c'est vraiment gênant. Tu sais, ça fait un peu, hey, notre journaliste qui couvre les Bucks est malade un matin, peux-tu y aller? Ouais, mais je connais pas ça, là, le football. Là. C'est pas grave. Parle-y qu'il va faire froid à Détroit, là, puis let's go, vas-y. C'est un peu pathétique. Fait que ça mérite même pas d'invitation au bar. C'est une mention parce que c'est indigne de notre bar, Jean-Nic. Quelqu'un qui est digne de notre bar, par contre. Et là, je l'invite positivement, je tiens à le dire, parce qu'on n'a pas parlé dans notre show, puis ce serait une grossière erreur de passer par-dessus ça. Jason Kelce est mon invité au bar cette semaine. Puis on va prendre la grosse bière avec, on va se faire du fun.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire sur Jason Kelce autre qu'il est le beau-frère de Taylor Swift? Il est le frère de Travis Kelce, mais il est surtout Jason Kelce, un centre étoile, un grand joueur de football. Là, il y en a déjà. Est-ce que c'est le plus grand centre de l'histoire? Non, ça veut pas dire que c'est le plus grand centre de l'histoire. Allons pas jusque-là, mais il a été marquant. Puis, je trouve qu'il a mis les joueurs de ligne offensive un peu sur la map en donnant des shows pas possibles. Son speech immortel après le Super Bowl des Eagles. Tu sais, c'est le fun que ces gars-là puissent recevoir de l'attention. Il est très présent dans les médias. Il a son podcast. Je trouve que c'est bien qu'il y ait un peu de lumière sur ces gars-là. Puis c'était Monsieur Philadelphie pour moi, Jason Kelce. Tu sais, c'est un peu Rocky Balboa. C'est un gars qui a été choisi en 6e ronde, un négligé, qui devait faire sa place sur l'équipe. Il finit qu'il est partant, il est dominant, il est très charismatique. Chapeau Jason Kelce là, pour une fantastique carrière. Il prend sa retraite, mais il sera pas oublié de sitôt. Puis ce que je vais lui servir... J'étais vraiment content de trouver ça, Jean-Nic. Un Philly cheesesteak cocktail. Tu sais que Philly cheesesteak, c'est la spécialité locale à Philadelphie. Là. Et c'est pas bon, là, on va se le dire. C'est spécial. Un genre de sous-marin avec de la viande de bœuf à fondu, puis du fromage jaune-orange, puis en tout cas, c'est une drôle de gueule. Manger quelque chose avec du fromage, normalement, c'est 100% sûr que je trouve ça bon, sauf un Philly cheesesteak. Sauf celui-là. Mais écoute, c'est ça, le Philly cheesesteak cocktail, on y va. Vas-y. 2 onces de bourbon, 3/4 d'once de sirop de miel, 1 demi-once de bouillon de bœuf. Ben voyons. Un œuf, ouais. Et, tiens-toi bien, 1 once de Velveeta, de fromage Velveeta fondu. Tu mélanges tous les ingrédients. Après, tu rajoutes de la glace, tu reshakes les ingrédients ensemble et tu décores ça de paprika fumé et de beef jerky. Ben non, là. Personne ne va boire ça, là. Non, mais je trouve ça fantastique. Non, mais écoute, c'est juste pour rendre hommage à Jason, puis après ça, on va retourner à la bière. Juste un, Jean-Nic. On va se pincer le nez et on va le boire. OK, merci pour ça. Merci à vous d'avoir été là encore cette semaine. Bon match en fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone Payante. Bye bye.